Quart d'heure techno. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Mais tout cela, c'est déjà dépassé. Revenge of the Nerds. Les jeux vidéo sont partout. Alors quel est le rapport entre la chanson et la micro-informatique? Je vois pas tellement a priori moi. Car un beau jour, il y a eu la révolution. Amiga 500. Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré aux drones. Nouvelle réglementation en vigueur depuis le début du mois de juin 2019. C'est assez particulier. On va brosser un peu les grandes lignes de cette nouvelle législation. On va aussi parler de l'avenir et des applications des drones avec Charles Goyette, chef instructeur chez iDrone Montréal. Merci beaucoup d'être là, Charles. Bonjour, Mathieu. Est-ce qu'on avait besoin d'une réglementation pour encadrer les drones au Canada? Oui, tout à fait. Ça fait des années que le gouvernement en parlait. Ça fait des années qu'on l'attend. Puis la raison principale, comme on l'a peut-être remarqué, ou les gens à la maison l'ont remarqué, c'est que les accidents tendaient à se multiplier. Donc avec cette nouvelle réglementation-là, c'est de sécuriser l'espace aérien. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce qui a changé particulièrement? Qu'est-ce qui va être plus difficile ou qu'est-ce qu'on va restreindre? OK. C'est que maintenant, on a aboli un petit peu la distinction récréatif-commercial. Monsieur, madame, tout le monde qui a un drone de 250 grammes et plus doit maintenant avoir un permis de pilote de drone. Ça veut dire que mon oncle qui a son drone, qui a pris des photos ou encore des vidéos de famille au chalet familial ou qui fait des petits films pendant qu'il part avec son club de Westphalia, il va être obligé de quoi de... C'est Lui, ça. Est-ce que c'est un droit acquis? Il peut continuer à faire ce qu'il faisait avant? Non, à partir du 1er juin, donc depuis le 1er juin, tout le monde qui a un drone doit se mettre sous le règlement de cette loi-là, donc doit passer l'examen en ligne. Et en plus de ça, maintenant, le gouvernement demande d'immatriculer les drones. OK, mais si moi j'achète un drone ou si j'ai déjà un drone puis je le fais pas immatriculer, je veux dire, le drone n'est pas lié à un serveur gouvernemental. Il y a personne qui peut savoir que je suis pas... Exactement. Si, par contre, mettons, tes voisins t'aiment pas, ils pourraient faire une plainte, puis là, la police pourrait faire une plainte au gouvernement fédéral, puis là, s'en suivrait des amendes. Les amendes, présentement, c'est jusqu'à 3 000 $ ou 15 000 $ pour les compagnies. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si dangereux avec les drones récréatifs pour qu'on ait besoin de les réglementer? Ben, ce qui arrive, c'est que les drones, les gens peut-être le savent ou ne le savent pas, c'est qu'ils ont une autonomie d'environ 30 minutes, puis une portée en moyenne de 5 km. Puis ça, c'est horizontal, mais quand on met ça vertical, c'est 1,5 km, donc 5000 pieds. Donc à Montréal, on réalise qu'il y a du trafic aérien. Donc si on s'imagine qu'un oiseau pourrait faire du dommage à une turbine d'avion, combien plus un drone avec les batteries, le métal, tout ça pourrait en faire. Donc c'est un petit peu à ce niveau-là. Puis il y a eu des accidents par le passé. On a été la seule province au Québec à avoir vécu ça, une collision entre un aéronef habité et un drone. Donc c'est des choses qui tendaient à se produire de plus en plus. Donc là, on a décidé de mettre des lois. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu simplement juste mettre des barrières logicielles à l'intérieur des drones pour éviter qu'ils s'approchent soit de zones sensibles comme des aéroports ou encore d'avions? Oui, exactement. Puis les derniers modèles de drones qui sortent, les manufacturiers, par souci de sécurité, maintenant, mettent ce genre de paramètres-là dans les drones. Mais il y a toujours des façons de contourner ça. Un peu comme nos voitures automobiles, hein, on n'est pas supposé aller plus que 100 km/h, mais il y en a qui vont à beaucoup plus. Oui, parce que la hauteur maximale, moi j'ai vu des images sur YouTube qui sont faciles à trouver, là, où on est au-dessus des nuages, là. Ça me donne l'impression qu'on est pas mal plus haut que 5000 pieds. Là. Oui, c'est ça, t'as raison, exactement. Donc il y a même des façons d'outrepasser les limites que le manufacturier a mis dans son drone. Mais au Canada, avec la nouvelle réglementation, c'est 122 mètres. Puis ceux qui sont habitués en impérial, là, c'est 400 pieds. Puis est-ce que ça va me coûter quelque chose? Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires qui vont être liés à ça? Bien, comment ça fonctionne? Il y a un frais fixe de 5 $ pour l'immatriculation. Okay. Ensuite de ça, il y a 10 $ pour l'examen. Puis c'est 10 $ à chaque fois qu'on refait l'examen. Donc si on échoue, on a 24 heures, on doit repayer 10 $. Mais sinon, outre ça, c'est vraiment des frais minimum. C'est vraiment si je base. change de drone, est-ce que je dois repasser l'examen ou est-ce que je dois repayer une immatriculation? Oui, ça c'est une bonne question. Pour l'immatriculation, on doit transférer, comme on fait déjà avec les plaques automobiles. Puis on doit repayer une immatriculation si on a un nouveau drone. OK. Puis, quand on parle de drones de loisirs, j'ai l'impression que des fois, il y en a qui ont des drones et ils s'amusent de manière récréative avec ça, mais c'est des drones qui sont presque professionnels aujourd'hui parce que même un drone milieu de gamme pour monsieur, madame, tout le monde a des caractéristiques très évoluées. Hein. Exactement. Tu as tout à fait raison. Puis c'est pas tellement dispendieux, c'est très accessible. Puis ce qui fait la beauté des drones, ce que les gens apprécient, c'est les drones, c'est que c'est très, très facile à utiliser.
Puis ça permet d'avoir des images sensationnelles que monsieur, madame, tout le monde, même sans expérience, là, peut acheter un drone à bon prix puis faire des choses incroyables avec. Donc c'est une des grandes raisons pourquoi c'est si populaire. L'utilisation qu'on voit souvent des drones, sont liés avec leur propre réseau Wi-Fi entre le téléphone puis le drone. Oui. On peut ajouter des des répéteurs qui vont augmenter la distance disponible, la portée. Oui, tout à fait. En fait, il y a pratiquement pas de limite. Si on prend l'exemple sur ce que l'armée fait, c'est des centaines, voire des milliers de kilomètres de portée. Donc, la technologie maintenant est sans limite. Ce qui va faire qu'il va avoir certaines limites, c'est l'autonomie des batteries. Mais il existe des drones qui fonctionnent à l'essence. Puis très bientôt, là, on a peut-être déjà vu des prototypes avec l'énergie solaire. Donc ça, c'est la prochaine technologie. Les batteries, en ce moment, ça donne une autonomie d'environ combien? La moyenne, c'est 27 à 30 minutes. Ça, c'est la moyenne des manufacturiers. Ce que les manufacturiers sont en train de faire, c'est de doubler ou voire de multiplier le nombre de batteries pour augmenter l'autonomie. Mais il y a une limite au nombre de batteries qu'on peut mettre dans un drone. J'imagine qu'il y a un calcul qui se fait, c'est-à-dire que là, plus il y a de batteries, plus c'est pesant, plus ça fait forcer le drone. C'est ça. Il y a un maximum qu'on peut pas dépasser. Présentement, ce que moi j'ai vu, c'est 6 batteries. Puis au niveau à l'essence, un drone peut parcourir quelle distance? Ça dépend encore de l'antenne, mais c'est des centaines de kilomètres. En moyenne, c'est entre 150 et 200 kilomètres pour un drone. Puis les vitesses maximales pour un drone là qu'on peut retrouver sur le marché, j'ai vu des vitesses presque farfelues là, on avoisinait les 200 km/h, ça se peut-tu? Oui, tout à fait. Puis peut-être que les gens ont déjà vu à la maison même les courses de drones. Ouais. Donc la moyenne de ces événements-là, c'est entre 120 et 140 km/h. Donc c'est des appareils qui se déplacent très 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 vite, plusieurs dizaines de milliers de tours minute par hélice. Donc oui, ça va très très vite. Ce qui est très connu là-dedans, c'est la Drone Racing League, la DRL. C'est des vrais bons pilotes, ces jeunes-là, parce qu'ils sont rarement très vieux. Hein. Oui, exactement. Puis la grosse différence avec ces appareils-là, puis ceux qu'on peut acheter peut-être un peu n'importe où avec assistance GPS, c'est que eux ne sont pas assistés. Donc les pilotes fonctionnent de façon 100% manuelle, sans calibration, sans stabilisation. Ouais, c'est ça, parce que nous, le drone, quand on le fait voler à partir de notre téléphone, on n'a pas à se soucier du vent ou encore des autres éléments. Il va tout le temps rester stable par les capteurs qu'il a. Comment ça fonctionne? Il y a des accéléromètres, des gyroscopes. Donc, tout ça fait en sorte qu'ils vont faire des calculs à toutes les millisecondes. Puis, ils vont balancer. Chaque hélice va accélérer ou décélérer pour compenser l'effet du vent. Fait que, monsieur, madame, tout le monde, on décolle notre appareil, on le laisse là, puis l'appareil va se stabiliser par lui-même. C'est très, très, très bien fait, très facile d'utilisation. Puis si je reviens aux courses de drones, est-ce que ces pilotes-là qui sont vraiment impressionnants, est-ce qu'ils se font engager par des agences de sécurité ou encore des compagnies de cinéma? Est-ce qu'on a de l'œil sur ces jeunes talents-là? Sans doute. Sont bien payés. La dernière bourse de drone que j'avais vue, c'était 250 000 US pour le gagnant. Donc ça, c'est sans parler des commandites. Donc oui, effectivement, c'est une carrière très lucrative. Puis ça passe à la télé, c'est diffusé sur Internet. Il y a vraiment un buzz autour de ça, là. Ouais, exactement. Les gens en redemandent. Ils ont leurs vedettes, puis les pilotes émérites. C'est assez impressionnant. J'ai même vu des publicités d'ailleurs où ils jouaient au chat et à la souris entre un drone puis une voiture. C'est vrai que ça donne lieu à des images vraiment spectaculaires. La livraison par drone, on en a parlé beaucoup. Jeff Bezos avait déjà parlé de ça il y a plusieurs années. On avait ri de lui. Est-ce qu'il y a des cas, on a des histoires, un burritos qui a été livré, du café, on a même un système Fire de Amazon qui avait été livré. Mais est-ce qu'on va arriver à quelque chose de plus grand public dans des zones, peut-être pas urbaines en plein milieu d'un centre-ville, mais de manière plus éloignée? Mais ce qui en ce moment est en train de révolutionner le monde de la médecine, c'est la livraison d'organes. Pourquoi? Parce que on se promène d'un hôpital à un autre, d'une toiture à un autre, et puis on élimine les bouchons de circulation qui souvent sont le fléau des grandes villes. Donc ça, c'est une avenue qui est, selon moi, beaucoup plus réaliste pour l'instant que la livraison de petits produits communs comme les cafés, les pizzas, ces choses-là, qui font que la complexité des opérations fait que le coût du café revient, c'est sûr, plus cher, là. Ouais. Mais pour ce genre d'événements-là, sauver des vies, livrer des organes, sauver du temps, on va voir ça plus tôt que prévu, c'est sûr. C'est pas que des organes, j'ai compris qu'on faisait aussi des livraisons de produits sanguins, même d'antidotes ou de médicaments dans certains cas. Oui, dans certains pays d'Afrique. Ouais. En fait, le Rwanda a été pionnier dans ce domaine-là, la livraison de vaccins dans les régions rurales éloignées. Oui, on voit ça de plus en plus. Sauf que là, c'est pas le drone que l'on connaît avec les 4 ou 8 hélices. Là, c'est plus une sorte d'aile qui va porter, on va dire 2 sachets de sang d'un certain type
qu'un patient a besoin. L'aile fait quoi? Fait des spirales ou... C'est ça, pour atterrir, exactement. D'autres technologies qui sont en train de développer, c'est que plutôt que de faire atterrir le drone, on va descendre une corde. Ouais. L'avantage des ailes volantes, c'est l'autonomie. Okay. Parce que plutôt que d'avoir 4 moteurs, on en a un. Donc, plus grande autonomie, plus grande portée. OK. En matière de surveillance aussi, évidemment, le drone commence à trouver certaines utilités. Lors de l'incendie regrettable à Notre-Dame de Paris, ils ont utilisé des drones pour essayer de déployer comme ça les forces, pas juste les forces policières, mais je veux dire les pompiers là, qui étaient sur place. Puis on comprend les avantages, on limite les dommages aux humains, on évite que des pompiers mettent leur vie en danger. Puis aussi l'avantage, ben c'est on économise des fonds, on économise des sous, parce que plutôt que de payer un pilote d'hélicoptère qui s'approche des flammes, ben on peut mettre des robots qui coûtent une fraction du prix. Donc ça c'est de plus en plus utilisé aussi dans les services d'incendie. Est-ce que on voit le jour où une poursuite policière va se faire avec un drone et non plus avec des voitures? Peut-être. L'avenir nous le dira, mais la réalité de la chose, c'est que la réalité rattrape la fiction bien souvent. Fait que peut-être qu'on va voir ça, oui. Contrôle de foule, est-ce que ça peut être utilisé là aussi? Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu invasif à se faire contrôler comme ça du haut des airs. Ça l'a déjà été utilisé par le passé et ça tend à continuer d'être utilisé. Même maintenant, il y a des valises au sol qui vont alimenter les drones dans les airs. Comme ça, le drone n'aura jamais besoin de se poser pendant justement des événements extérieurs. On a entendu parler aussi pour faire du repérage après les inondations qu'on a connues évidemment au printemps 2019. Est-ce que ça, les services de secours vont aussi être... Oui, ils le font déjà. Des fois, ils engagent des entreprises externes, des firmes externes, ou même les services comme la SQ, la GRC s'équipent eux-mêmes de propres flottes de drones. Et puis, mais je veux dire, c'est quoi l'avantage? En fait, moi, si je veux faire voler mon drone, on me disait que au-dessus des zones inondables, c'était rendu des zones qui étaient sécurisées et donc interdites de vol pour les utilisateurs. Ce qui fait que c'est pratique pour les services policiers comme ça ou les services de secours, c'est le fait qu'on peut déployer l'appareil rapidement, avoir une vue d'ensemble puis intervenir. Puis encore une fois, on économise de l'argent parce qu'un pilote d'hélicoptère et son équipement coûtent très cher. Donc ça, c'est l'avantage premier. L'instantanéité des images, facilité d'utilisation. On met, mettons, une situation catastrophique. Il y a quelqu'un qui est en situation extrêmement périlleuse, soit qui a traversé les glaces sur une rivière ou encore qui est entouré d'eau dans une zone inondable. Est-ce qu'un jour, le drone pourrait pas arriver à sortir quelqu'un? Est-ce que ça peut être assez fort pour soulever quelqu'un de 150-200 livres? Encore une fois, il y a déjà eu des vidéos qui démontrent que oui, c'est possible. Donc des gens qui s'attachent après un drone ou on voit des drones qui soulèvent des personnes dans un hamac. Donc la technologie est là, suffit de configurer l'appareil de la bonne façon. Mais oui, effectivement, on pourrait même utiliser les drones pour aller sauver des vies ou des gens en mer. Parce que d'ici là, en tout cas, on va plus leur envoyer un gilet de sauvetage par drone, j'imagine. Oui, c'est beaucoup plus simple. Oui. Dans l'agriculture aussi, il va y avoir des avancées phénoménales là-dedans. Oui, l'agriculture de précision, ce qu'on voit beaucoup présentement, c'est la télédétection. On est capable de voir l'irrigation dans un champ ou des maladies sur certaines plantes. Mais aussi, peut-être que les gens ne le savent pas, un bol de riz sur 3 présentement a été insectisé par un drone. Donc, on a mis des produits chimiques sur des rizières. Et en Asie, c'est utilisé depuis longtemps. Puis même ici, au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des compagnies qui utilisent des drones pour faire de l'épandage dans les bleuetières. Donc, c'est quelque chose de très, très, très moderne. Ouais. De quoi on parle pas dans l'univers du drone puis qui s'en vient? Ou qu'est-ce qu'on voit pas venir mais que toi tu sais? Tout ce qui est l'inspection de bâtiments, mais avec préhension. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre des bras robotisés sur les drones puis on va être capable d'aller toucher, prendre des objets plutôt que juste avoir une vue visuelle. Mais on va pouvoir même maintenant avoir des outils de préhension. Est-ce qu'on va enseigner le pilotage du drone dans les écoles secondaires, tu penses? Ben, je pense que oui. Déjà, il y a certains programmes universitaires ou au cégep qui commencent à les intégrer. Les drones, une chose est sûre, sont là pour rester. C'est une technologie qui fait partie du quotidien. Puis, on compte plus le nombre d'applications des drones. Donc, c'est sûr, il y a un besoin de formation pour les gens qui veulent travailler là-dedans. Là, le gouvernement canadien a instauré des nouvelles réglementations, mais... je veux dire, les règlements n'existent pas encore parce que la technologie est encore en plein développement. Il va falloir qu'on agisse vite quand il va y avoir des nouvelles avenues liées aux drones. Exactement. Oui, tout à fait. Des spécialisations, des nouveaux domaines, des nouveaux créneaux.
Donc, l'industrie bouge vite, la technologie bouge encore plus vite, mais tout le monde ensemble, c'est agréable de voir ça évoluer. Est-ce que ça va faire moins de bruit un jour? Parce que il y a personne qui va vouloir avoir un couloir aérien de drone au-dessus de chez eux. Hein. Exactement. C'est ce qu'on souhaite. Les fabricants travaillent fort là-dessus. Ce qu'on aurait besoin, c'est plutôt que ce soit avec hélice, que ça fonctionne avec des petites turbines. Là, ça diminuerait beaucoup le son, mais c'est plus complexe au niveau technologique, c'est sûr et certain. La turbine serait moins bruyante? Ben oui. Des petites turbines plus silencieuses ou des hélices qui font pratiquement plus de bruit. Mais la technologie est pas encore rendue là. Bon, ben, en attendant le drone à réaction, merci beaucoup, Charles Goyette. Je rappelle que tu es chef instructeur chez Hydrone Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour un autre épisode de Quart d'heure techno. C'était Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. D'autres épisodes disponibles sur la balado de Quart d'heure techno.